Bonjour chers amis d'Afrique et de la diaspora, Dr Amadou Lamine Faye vous revient avec cette vidéo. Voilà. Vous aurez remarqué que depuis que je commence des lives sur TikTok, je me présente avec mes titres et fonctions. Bon, aujourd'hui, le moment est venu pour vous dire un peu pourquoi je le fais. Pourquoi je le fais? Alors, je vous réponds. C'est parce que j'avais fait des analyses prédictives qui m'avaient amené à voir qu'un débat sur le panafricanisme allait se poser de manière très accrue et qu'il y aurait des tentatives de donner des contenus divergents ou différents qui allaient contribuer à diviser les Africains et rendre inopérant même le concept comme forme de réponse stratégique et politique aux problèmes africains, aux problèmes de puissance et de destin. Alors, ayant fait une telle analyse prédictive, je me suis dit, il faut que je commence à habituer aux gens pour leur dire que j'ai exercé la fonction de ministre chargé du panafricanisme et que je suis un universitaire et un écrivain qui est dans la recherche. Pourquoi une telle précision? C'est parce qu'aujourd'hui, le temps est venu de faire une clarification sur le concept. Parce que le panafricanisme en tant que concept est devenu un sujet de débat, n'est-ce pas, où interfèrent même des puissances pour affaiblir la pensée africaine, pour que la pensée africaine ne puisse pas s'en servir de manière, n'est-ce pas, appropriée et efficace pour réussir son projet de libération. Alors, ayant exercé la fonction de ministre chargé du panafricanisme, j'ai voulu rappeler aux gens que c'est un privilège que j'ai eu, qu'aucune personne dans l'histoire n'a eu dans l'état des connaissances aujourd'hui sur la question, n'est-ce pas, du panafricanisme. Je n'ai pas encore vu, peut-être que je me trompe, un État qui a nommé un ministre chargé du panafricanisme. Le Sénégal l'a fait et m'a choisi, votre serviteur. Celui qui l'a fait est un professeur d'université, titulaire, professeur des universités, docteur agrégé, ancien président du comité des experts de l'OIA pendant 10 ans, écrivain qui fait partie des rares panafricains qui ont fait des propositions techniques d'un mode opératoire pour aller vers les États-Unis d'Afrique, donc un État fédéral. Alors, si cette personne me choisit et met à ma disposition les moyens d'État pour que je puisse circuler, aller dans le monde partout pour faire l'état des connaissances sur le concept, sur le panafricanisme, les propositions, les dépositions que les chercheurs ont eu à faire sur cette question, si j'ai pu avoir cette possibilité, n'est-ce pas, de faire le tour de toutes ces connaissances-là, mais je suis dans une posture exceptionnelle, n'est-ce pas, alors, qui me permet même de dire que je suis autorité sur cette question, une autorité académique, scientifique, n'est-ce pas, et d'homme de terrain. Pour dire quoi? Qu'aujourd'hui, sur cette question-là, je suis arrivé avec l'équipe qui m'accompagne depuis des décennies à conclure qu'il ne peut plus y avoir de discussion à faire sur un contenu divergent. Que le seul contenu à retenir qui doivent nous mettre d'accord tous pour qu'on aille maintenant vers l'action, c'est que le panafricanisme a un seul marqueur, c'est l'État fédéral. L'État fédéral compris comme États-Unis d'Afrique ou États-Unis, je sais pas, État fédéral de Russie ou autre, mais l'État fédéral d'Afrique, les États fédérés d'Afrique. C'est-à-dire que c'est le modèle d'État fédéral qui donne une réponse pratique et définitive à la question du destin africain, de sa puissance, n'est-ce pas, et de son développement. Cheikh Anta Diop n'y est pas allé en 4 chemins. Il le dit dans son livre intitulé « Les fondements économiques et culturels
d'un État fédéral. Son disciple a repris cette thématique pour aller de manière beaucoup plus précise en sortant un livre qui a pour titre L'État fédéral, la seule issue. Cheikh Anta Diop lui-même a repris cette thématique dans une préface du livre du professeur Matar Diop, un grand économiste sénégalais, n'est-ce pas, qui a été son disciple, où il dit à ce monsieur que il nous faut basculer vers notre destin fédéral. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cela? Mais j'ajoute aussi pour Ablaye Wade, dans son livre Un destin pour l'Afrique, il a eu à présenter un mode opératoire technique pour aller avec 8 axes d'orientation pour aller à l'État fédéral africain. Son livre qui s'intitule Un destin pour l'Afrique, je le rapporte à celui de l'énoncé de Cheikh Anta Diop où il dit nous devons basculer vers notre destin fédéral. Je retiens de ces deux personnes, ces éminents professeurs, Cheikh Anta Diop et Ablaye Wade, qu'ils sont dans un discours de destin, ils attribuent à l'Afrique, n'est-ce pas, l'idée que l'Afrique et les Africains ont un destin fédéral. Mais c'est tout à fait justifié si on prend en considération que l'Afrique, par la dimension, le gigantisme de son continent, les innombrables richesses, n'est-ce pas, qu'il contient, sa démographie qui est en train de se reconstituer pour faire de l'Afrique la première puissance démographique du monde sur l'horizon de 2050. Avec ces atouts, l'Afrique a un destin fédéral, de puissance, non, un destin de puissance, plutôt. Un destin de développement et de puissance. Mais comment l'Afrique peut basculer, atteindre ce destin, arriver à ce destin? Par quelles voies et moyens il peut y arriver? Mais ils ont trouvé, à travers les recherches communes, Cheikh Anta Diop, Nkrumah, Ablaye Wade, Obenga, pour ne citer que ces cadres-là, que l'État fédéral est la solution. Est la solution. En termes de moyens, voies et moyens pour arriver à donner à l'Afrique un destin de puissance et de développement. Destin de puissance et de développement. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les gens cherchent encore d'autres contenus qui peuvent nous diverger, nous diviser? C'est parce que justement, le panafricanisme est devenu un enjeu géopolitique, n'est-ce pas, qui inquiète, n'est-ce pas, l'Occident global, qui voit à travers le panafricanisme une menace pour son devenir. De telle sorte qu'il prépositionne des intellectuels, n'est-ce pas, et les font entrer dans le débat pour, n'est-ce pas, diluer, n'est-ce pas, le contenu, dévoyer le contenu du panafricanisme dans des pistes de diversion et de divergence. Ça, nous ne saurions l'accepter. C'est pourquoi, lorsque j'ai fait cette analyse prédictive que nous allions y arriver à ce niveau-là de confusion, j'ai commencé à me présenter, à dire qui je suis, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui me donne l'autorité académique et scientifique pour parler du panafricanisme et d'arbitrer même sur cette question de son contenu. Je le fais sans fausse modestie. Mais il faut dire que, vu l'urgence des choses, vu l'importance stratégique, la modestie même pourrait être, à mon niveau, n'est-ce pas, une source de blocage, n'est-ce pas, pour apporter ma contribution au combat panafricain qui doit réussir son tournant historique d'aller vers le destin fédéral africain. Chers frères panafricains, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, il ne peut plus y avoir de débat possible sur un nouveau panafricanisme. Il n'y a pas de panafricanisme de droite ni de gauche, comme les Français tentent de l'introduire dans le débat. Il n'y a pas un panafricanisme kamite, un panafricanisme afrocentriste ou autre. Le panafricanisme est un projet géopolitique, géostratégique, n'est-ce pas, de construction d'un destin pour l'Afrique, un destin de puissance et de développement.
Donc, ceux qui veulent apporter l'idée de souverainisme comme étant une forme aussi d'identité du panafricanisme se trompent parce qu'ils confondent combinaison de facteurs et le résultat attendu de cette combinaison. La souveraineté ou bien le souverainisme, c'est l'état, n'est-ce pas, ou le résultat attendu de la combinaison des facteurs qui doivent contribuer à régler le problème africain. La combinaison de ces facteurs, c'est quoi? C'est réunir les États, n'est-ce pas, autour de 3 leviers. Levier, c'est-à-dire que la défense collective de tous les pays africains par une armée commune, une seule armée, n'est-ce pas? La mutualisation des ressources financières et économiques pour remplir le trésor fédéral qui permettra à l'État fédéral d'avoir les moyens de se substituer aux États pour régler des problèmes d'investissement massif dans les secteurs prioritaires stratégiques qu'aucun État pris isolément ne peut réaliser par ses propres moyens. Troisième, n'est-ce pas, levier, c'est l'unité politique. C'est-à-dire que l'unique porte d'entrée qu'on permettra au monde pour qu'il puisse avoir contact avec l'Afrique, qui est l'unité politique qu'incarne un seul président. Donc, un seul président pour l'Afrique continentale, une seule monnaie, une seule armée. Voilà ce que exige comme 3 dispositifs l'État fédéral et laisse maintenant à chaque État fédéré d'exercer sa souveraineté sur les autres aspects qui concernent, n'est-ce pas, la gouvernance locale, la gouvernance des collectivités, l'amélioration des conditions à l'intérieur de chaque État, qui peut faire l'objet d'offres politiques internes, domestiques à l'intérieur de chaque État. Donc, la confusion ne peut plus être faite, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est pourquoi je dis qu'il était utile que je fasse cette précision et que j'explique pourquoi j'annonçais toujours mon identité. Et c'était pour convaincre les gens que je suis, n'est-ce pas, doté des moyens et que c'est justifié de ma part de pouvoir arbitrer et de dire ce qu'est le panafricanisme et qu'est-ce que ça nous apporte en termes de contenu opératoire qui se matérialise par le fait de retenir comme marqueur l'État fédéral africain. Merci.